Bienvenue sur la chaîne YouTube, où vous trouverez des histoires pour mieux dormir. Baissez un peu la luminosité, mettez le volume à un niveau doux et laissez la nuit commencer. Marseille avait ce talent particulier de rendre les choses irréelles dès qu'on levait les yeux vers la mer. Le soleil collait aux façades, les ruelles transpiraient l'anis et le sel, et même les silences semblaient traversés par un moteur lointain. Au bout du vieux port, là où la ville se met à parler au large, le Mucem dressait sa peau de dentelle noire comme un filet posé sur la lumière. On disait souvent que le bâtiment était un piège à regard. Certains, plus discrets, ajoutaient que c'était aussi un piège à secret. Nora Auvray connaissait le musée comme on connaît une maison d'enfance, avec tendresse et avec agacement. Conservatrice en charge des collections méditerranéennes, elle avait appris à vivre avec les délais, les subventions incertaines, les polémiques absurdes, et surtout avec ce sentiment d'être responsable de choses qui dépassent les gens. Les objets, eux, ne demandent rien. Ils n'exigent pas d'être aimés. Ils attendent, ils survivent. Ce matin-là, Nora traversa la passerelle qui reliait le musée au Fort Saint-Jean, une mince ligne au-dessus d'une mer trop calme, pour être honnête. Dans sa main, un dossier cartonné où le titre, écrit en lettres sobres, lui donnait un frisson. La couronne d'Argyros, prête exceptionnelle, exposition temporaire. La couronne n'était pas une couronne au sens royal. C'était un cercle d'or ancien, incrusté de grenats, auquel on attribuait une histoire de navigation et d'exil. Un bijou sauvé d'un incendie, passé de main en main, retrouvé dans une épave, puis réapparu à la fin du XXe siècle, comme si la mer l'avait rendu à la surface. Les experts l'appelaient une pièce à récit, parce qu'elle valait autant par ce qu'elle avait été que par ce qu'on racontait sur elle. Nora avait insisté pour que le prêt se fasse à Marseille. Elle voulait que la Méditerranée, la vraie, celle qui claque contre les quais, soit là au moment où l'objet serait exposé. Le comité de direction avait hésité. Trop cher, trop risqué, trop symbolique. Puis, on avait cédé. L'exposition devait attirer des mécènes, et la couronne faisait briller les yeux. Quand Nora entra dans la salle encore vide, elle trouva le chef de la sécurité, Antoine Duroc, debout devant la vitrine centrale. Il avait ce corps de quelqu'un qui ne s'assoit jamais vraiment, un homme qui reste prêt. Il la salua d'un signe de tête, regard durci par l'habitude d'imaginer des scénarios catastrophes. « On reçoit la pièce demain matin, dit-il. Je veux un briefing complet avec ton équipe. Pas d'impro. »« Ce n'est pas une statue de 3 mètres, répondit Nora. C'est petit, fragile. Tout est cadré. » Antoine la fixa, puis regarda la vitrine comme si elle avait déjà été brisée. « C'est justement parce que c'est petit que ça disparaît. » Nora soupira. Antoine était bon. Un peu parano, mais bon. Le musée n'avait pas eu de drame majeur depuis des années. Et pourtant, Antoine parlait de chaque prêt comme d'une guerre à éviter. Il connaissait l'art de ne jamais dire « ça n'arrivera pas ». La journée s'étira en réunion. Plan de salle, flux des visiteurs, conditions de température, communication. Nora signa, valida, corrigea. Dans un coin de sa tête, cependant, quelque chose grattait, la sensation d'être observé. Pas au sens mystique, plutôt cette impression qu'on vous suit dans une foule sans jamais se montrer. Elle s'en rendit compte à la sortie, en fin d'après-midi. Sur l'esplanade, près des touristes qui se prenaient en photo avec la mer, un homme était assis sur un banc, cigarette éteinte entre les doigts, regard levé vers le bâtiment. Il n'avait rien d'inquiétant. Veste claire, cheveux sombres, visage ordinaire. Pourtant,
Quand Nora croisa ses yeux, elle eut l'impression qu'il la reconnaissait. Elle détourna le regard. Marseille était pleine de visages. Elle se dit que c'était elle qui se racontait des histoires. Le soir, dans un appartement au-dessus d'une boulangerie de la rue d'Aubagne, Karim K. Smail posa une carte du quartier sur la table, la lissa du plat de la main, puis s'alluma une vraie cigarette. Le salon sentait le café froid et la poussière de papier. Sur le canapé, une femme aux cheveux courts tapait sur un ordinateur portable, sans musique, sans distraction. On l'appelait Inès, mais personne n'était sûr que c'était son vrai prénom. « Les horaires sont confirmés, dit-elle. Demain, arrivé à 9h12. Équipe réduite. Ils vont vouloir que tout soit discret. » Karim hocha la tête, comme si la discrétion était une invitation. Face à eux, l'homme du banc du MUSEM, celui au regard neutre, posa sa main sur un dossier photo. Il s'appelait Vincent Lemaire. Pas un gangster de film, pas un voyou bruyant. Plutôt le genre d'homme qu'on oublie dès qu'il quitte une pièce. C'était sa force. « La couronne, dit Vincent, c'est un objet qui traverse les siècles. Elle a survécu au feu, à l'eau, aux guerres. Elle va survivre à un musée. » Karim ricana, pas méchant, juste sceptique. « On n'est pas là pour faire survivre quoi que ce soit. On est là pour le vendre. » Vincent leva une main, calme. « Non, on est là pour la récupérer. » Le mot pesa. Récupérer n'était pas voler. Récupérer supposait un droit, une dette, une réparation. Karim regarda Vincent, cherchant l'arnaque. « Tu parles comme un avocat. » « Je parle comme quelqu'un qui a lu l'histoire derrière l'objet. » Inès releva les yeux, brusquement attentive. « L'histoire officielle, dit-elle, ou l'autre ?» Vincent sourit à peine. « Celle que personne n'affiche sur les cartels. » Il ouvrit le dossier photo. À l'intérieur, pas seulement des images de la couronne, mais des scans de vieux documents, des lettres, des signatures, une chaîne de possessions troubles, des lignes effacées, des noms qui revenaient comme des fantômes. « Cette pièce n'aurait jamais dû sortir d'où elle vient, dit Vincent. Elle a été négociée au bon moment par des gens qui avaient les bons uniformes. Et aujourd'hui, elle brille dans un musée avec une jolie narration. Moi, je veux la remettre au bon endroit. » Karim haussa les épaules. « Le bon endroit, c'est là où on paye. » Vincent ne se vexa pas. Il semblait s'attendre à ce cynisme. « Le commanditaire ne veut pas d'argent, dit-il. Il veut l'objet. » Karim se redressa. « Un commanditaire qui veut un objet sans le vendre, ça, c'est les plus dangereux. » Inès referma doucement son ordinateur. « Et nous, on est quoi dans cette histoire? Des mains ?» Vincent la regarda, sérieux. « Vous êtes les seuls capables de le faire sans que ça tourne au massacre. » Karim éclata d'un rire bref. « Sans massacre, ça dépend de qui. » Le plan était simple sur le papier. Profiter de la nuit d'installation, quand l'objet n'était pas encore exposé au public, quand les équipes étaient fatiguées, quand les couloirs semblaient familiers, simples, donc fragiles. Les meilleurs plans sont ceux qui ne supportent pas l'imprévu. Sauf que Marseille, elle, se nourrit d'imprévus. C'est une ville qui vous fait payer l'arrogance. Au même moment, à quelques kilomètres de là, dans un commissariat aux murs jaunes, la capitaine Sarah Meunier relisait un mail envoyé par une collègue de Paris. Sujet: rumeur, pièce exceptionnelle au MUSEM. Sarah n'était pas de celles qu'on prévient pour faire joli. Elle travaillait au groupe Bien Culturel, un service discret qui vivait dans l'ombre des crimes plus spectaculaires. Elle avait ce visage qui ne juge pas tout de suite, mais qui n'oublie jamais. La rumeur parlait d'un mouvement inhabituel, de noms qui circulaient.
Rien de précis, juste assez pour réveiller les instincts. Sarah posa son stylo. Elle pensa au chef de la sécurité du musée qu'elle connaissait de loin, Duroc, un type sérieux. Mais sérieux ne signifie pas invincible. Elle prit son téléphone et appela. « Antoine, c'est Sarah Meunier. Dis-moi, tu reçois quelque chose d'exceptionnel demain ?» Un silence, puis une voix tendue. « Comment tu sais ?» Sarah fixa le mur, comme si la réponse était écrite dessus. « Marseille parle, Antoine, et quand Marseille parle trop, c'est qu'elle a faim. » Dans la nuit, le Mucem brillait comme un vaisseau. Dans le noir, ses motifs en béton dessinaient des ombres qui semblaient bouger, comme une mer immobile. Nora, chez elle, relisait encore les documents du prêt. Elle n'arrivait pas à dormir, pas par peur, plutôt par conscience. Les objets font des vagues, pensa-t-elle. On croit les exposer, mais en réalité, on les réveille. Partie 2. La nuit de la dentelle noire. Le matin de l'arrivée, l'air avait cette transparence rare des jours où le Mistral a balayé les poussières. Nora arriva tôt, café brûlant en main, et retrouva Antoine déjà sur place. Il donnait des consignes, parlait bas, pointait des détails invisibles. Il avait appelé du renfort, ce qui n'était pas dans le plan initial. Nora sentit sa nuque se crisper. « Tu dramatises », dit-elle à mi-voix. Antoine ne répondit pas. Il ne dramatisait pas. Il anticipait. À 9h12, la camionnette de transport s'arrêta. 2 personnes descendirent, gants blancs, gestes lents. La boîte fut portée comme une relique. Tout se fit selon le protocole. Signature, vérification, température, scellé. Nora regardait la couronne à travers une couche de protection. Et malgré les procédures, elle eut un pincement. La pièce semblait presque vivante, comme si l'or retenait encore une chaleur ancienne. Quand enfin l'objet fut placé dans la salle sécurisée, pas encore dans la vitrine d'exposition, Antoine verrouilla et dit, plus pour lui-même que pour les autres, « Jusqu'ici, tout va bien. » C'est toujours la phrase qui précède les ennuis. La journée passa, rythmée par l'installation scénographique. Des techniciens ajustaient des lumières, des équipes de médiation collaient des textes au mur. La couronne restait dans la pièce intermédiaire, la salle froide, où l'on garde les objets avant leur mise en scène. Le soir, alors que les derniers employés quittèrent le bâtiment, Nora resta un peu plus longtemps. Elle aimait le musée vide. Il respirait autrement, sans le bruit des pas, sans les murmures. Elle s'arrêta devant la vitrine encore ouverte et imagina la couronne sous la lumière, demain, attirant les regards. Quand elle repartit, elle ne vit pas le petit papier glissé sous son essuie-glace, une simple feuille blanche avec une phrase imprimée. On ne prête pas la mer. Dans la rue d'Aubagne, Karim lisait un message sur le téléphone d'Inès. Un mot de Vincent. Ce soir. Rien d'autre. Pas de détails. Les détails sont des traces. Inès rangea l'ordinateur. Elle avait ce visage fermé des gens qui savent qu'ils vont devoir improviser. Karim, lui, semblait presque détendu, non pas parce qu'il sous-estimait le danger, mais parce qu'il aimait l'instant où tout devient plus réel que la vie quotidienne. « On fait ça propre », dit Inès. « On fait ça vite », répondit Karim. À la tombée de la nuit, Vincent les rejoignit près d'un parking discret, à distance du musée. Il portait un sac banal, rien de spectaculaire. Il n'y avait pas de cagoule de cinéma, pas de discours, juste une tension calme. « Duroc a renforcé », dit Vincent. « Il a eu un appel. » Karim lança un regard noir. « Un appel de qui ?» Vincent n'éluda pas. « D'une flic. Meunier. » Le nom claqua comme une porte. Inès serra les dents. « Donc on est attendu. » Vincent secoua la tête. « Pas attendu, surveillé. »
C'est différent. Ils avancèrent vers le Mucem par les abords moins visibles, là où la ville se retire et laisse la place aux pierres. Les lumières du musée faisaient des halos sur les murs. Au loin, un ferry soufflait comme une bête. L'idée n'était pas de casser le musée. L'idée n'était pas d'enseigner comment entrer, comment déjouer, comment contourner. Les trois le savaient, les vraies réussites ne tiennent pas à une astuce, mais à une faiblesse humaine. Un geste, une routine, une confiance. Et justement, c'était là que Vincent avait misé. Il connaissait un prestataire extérieur, un type qui avait travaillé sur des événements, et qui ce soir-là devait récupérer du matériel oublié. Une présence de plus dans le bâtiment ne choque pas quand on est fatigué. Le monde marche ainsi. Il accepte les petites incohérences pour ne pas se compliquer la vie. À l'intérieur, Antoine faisait sa ronde. Il avait un malaise, une sensation au creux du ventre. Il avait beau être rationnel, il savait aussi écouter ce que son corps disait. Il vérifia les points de contrôle, observa les couloirs, écouta les sons. Rien. Trop rien. Dans une pièce de service, Nora était revenue chercher un carnet oublié. Elle détestait l'idée de laisser un objet si précieux sans une présence de sens. Elle ne croyait pas à la magie, mais elle croyait à l'attention. Elle tomba sur Antoine. « Tu es encore là ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit-il simplement. « Et toi ?» Nora hésita, puis sortit la feuille de sa poche. « J'ai trouvé ça sur ma voiture. » Antoine prit la feuille, la lut. Son visage se durcit. « Tu l'as montré à quelqu'un ?»« Non. » Antoine inspira lentement. « Ça change tout. » Il sortit son téléphone, appela Sarah Meunier, qui répondit presque immédiatement. « Antoine ? Sarah, on a un message, une menace ou un avertissement. » « Qu'est-ce que ça dit ?» Antoine regarda Nora, puis la phrase. « On ne prête pas la mer. » Un silence, puis la voix de Sarah, basse. « Je viens. » Pendant ce temps, dans l'ombre, Karim et Inès attendaient le moment de passage. Vincent gardait un œil sur les allées. Il n'était pas nerveux, il était concentré. Il répétait mentalement une phrase. Ne pas forcer le monde, juste se glisser dans ce qu'il offre. Sauf que le monde, ce soir-là, offrait un imprévu. Nora et Antoine étaient là, et Sarah arrivait. Inès souffla. « On annule. » Karim répondit « Non, on adapte. » Vincent leva une main, autoritaire, comme un chef d'orchestre. « On ne fait rien tant que Meunier est dans le bâtiment. » Ils se figèrent. Ce n'était plus un braquage, c'était une partie d'échecs où le plateau changeait en pleine partie. Sarah entra par l'accès principal, badge provisoire, obtenu en 2 appels. Elle traversa le hall désert, regardant les ombres, respirant l'air climatisé qui sentait le métal. Antoine l'attendait. Nora était derrière, plus pâle qu'elle ne voulait l'admettre. « Montre-moi la salle », dit Sarah. Ils marchèrent. Sarah ne parlait pas beaucoup. Elle observait les portes, les angles, les détails qui racontent une présence. Arrivée près de la salle froide, Sarah demanda « L'objet est où, exactement ?»« Dans la salle intermédiaire, » répondit Nora. Antoine posa sa main sur la poignée, mais hésita. Il avait ce sentiment absurde que le simple fait d'ouvrir allait déclencher quelque chose. Ils entrèrent. La pièce était calme. La boîte était là, intacte. Les scellés semblaient en place. Sarah s'approcha, vérifia. « Pour l'instant, dit-elle, ils ne l'ont pas. » Antoine serra les poings. « Pour l'instant ?» Sarah leva les yeux vers lui. « Ceux qui envoient ce genre de message veulent que vous sachiez. Ce n'est pas juste du vol, c'est une démonstration. » Nora murmura. « Une démonstration de quoi ?» Sarah répondit sans détour. « Qu'ils peuvent décider. » Dans l'ombre,
Vincent comprit que la fenêtre se refermait. Il prit une décision qu'il n'avait pas prévu de prendre, avancer malgré tout, mais pas pour l'objet. Pour un échange, il envoya un message à un numéro enregistré sous un faux nom. Une phrase, pas de menace, une proposition. « Si vous voulez la paix, sortez Nora. » Inès le regarda, incrédule. « Tu veux négocier maintenant ?» Vincent répondit, froid. « Ce n'est pas un vol, c'est un rappel. » Karim se pencha. « Un rappel à qui ?» Vincent fixa le bâtiment. « À ceux qui pensent que les histoires appartiennent à ceux qui les exposent. » À l'intérieur, Sarah reçut une notification sur son téléphone personnel. Un numéro inconnu. Une phrase qui la fit se raidir. Elle ne montra rien. Elle regarda Nora. « Madame Auvray, vous avez des ennemis ?» Nora eut un rire nerveux. Des critiques, des collègues jaloux, des gens qui pensent que l'art doit rester dans les caves. Mais des ennemis ? Non. Sarah la dévisagea puis dit « Ce n'est pas vous qu'ils détestent. C'est ce que vous représentez. La légitimité. » Antoine fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Sarah réfléchit vite. Elle n'avait pas assez d'hommes. Elle n'avait pas de preuves. Elle avait un musée, un objet, et la mer tout autour. On ferme, on évacue, on garde la pièce, et on fait croire qu'on la déplace. Nora protesta. Faire croire ? Sarah la coupa. Vous préférez qu'ils essaient pour de vrai ? Le plan de Sarah était clair. Utiliser le mensonge comme un filet. Pas pour gagner un combat, mais pour forcer l'adversaire à se montrer. Dehors, Vincent observait les mouvements, comprenait qu'on allait jouer un jeu de miroir. Il n'aimait pas ça. Les miroirs, ça renvoie aussi votre propre visage. La nuit était désormais pleine. Le musée dentelle noire semblait respirer. Et quelque part, entre le béton et la mer, l'histoire basculait vers ce qu'elle devait être. Une collision. Partie 3. Le sel sur la vérité. À Marseille, au petit matin, la lumière n'excuse rien. Elle révèle. Elle rend les murs plus fatigués, les visages plus honnêtes, les décisions plus lourdes. Dans un bureau improvisé du musée, Sarah, Antoine et Nora se regardaient comme des gens enfermés dans une même tempête. La nuit n'avait pas explosé, mais elle avait fissuré quelque chose. La confiance tranquille. L'idée que le musée est un sanctuaire. L'idée que les objets sont en sécurité dès qu'ils sont dans la culture. Ils n'ont rien tenté, dit Nora. Peut-être que c'était juste pour faire peur. Sarah secoua la tête. Si c'était juste pour faire peur, ils auraient choisi un autre message. Là, c'est trop précis, trop symbolique. Ça vise votre récit. Antoine, lui, était furieux. Pas de la menace, des failles. Comment ils ont su ? On a gardé ça discret. Sarah répondit. Personne ne garde rien discret dans une ville où tout circule. Les prestataires, les équipes, les mails, les coups de fil et la vanité. Quelqu'un a parlé. Nora se sentit attaquée. Tu penses que c'est quelqu'un de chez moi ? Antoine répondit avant Sarah. Je pense que quelqu'un a été imprudent. Le mot imprudent se planta comme une aiguille. Nora baissa les yeux. Elle pensa à la couronne, à son désir de la montrer ici, à Marseille, comme si la mer pouvait légitimer l'exposition. Elle avait voulu un symbole. Elle avait obtenu un défi. Sarah, de son côté, avait passé la nuit à relier des points. Le message sur la voiture, la phrase « On ne prête pas la mer », puis la demande de « sortir Nora ». On ne demande pas une personne comme on demande une rançon. On la demande comme un témoin, comme une clé. Elle posa une question simple. « Nora, qui a négocié le prêt ?» Nora répondit. « Un intermédiaire. Une fondation privée. C'est fréquent. » Sarah insista. « Non ?» Nora hésita, puis le dit. Sarah nota, sans expression.
Elle savait qu'une fondation est souvent un masque, parfois un pont. Le musée ouvrit quand même, avec un dispositif renforcé, mais discret. Il fallait éviter la panique. Le public entra, photographia, commenta. Les gens regardaient des vitrines, sans imaginer qu'un objet, quelque part derrière une porte, attirait des ombres. Dans un café du Panier, Vincent observait l'actualité sur un écran muet. Rien dans les journaux, pas de fuite. Cela l'agaçait et le rassurait. Sarah était plus fine qu'il ne le pensait. Elle cherchait à attirer le poisson sans agiter l'eau. Karim, lui, n'avait plus envie de jouer à la philosophie. « On a pris des risques pour rien, dit-il. Moi, je veux une sortie. Soit on y va, soit on arrête. » Inès restait silencieuse. Elle avait cette lucidité des gens qui sentent le moment où tout se retourne. « Il y a autre chose, dit-elle enfin. Vincent ne nous dit pas tout. » Vincent la fixa. Un instant de dureté. « Je vous ai dit ce qui vous concerne. »« Non, dit Inès. Tu nous as dit ce qui te sert. » Karim fit craquer ses doigts. « Alors dis-nous, c'est quoi récupérer ?» Vincent inspira, comme si parler lui coûtait. « La couronne appartenait à une famille qui a été expulsée, expliqua-t-il. L'objet a été récupéré pendant un chaos politique. L'histoire officielle a effacé la violence. Le commanditaire veut l'objet pour le remettre à sa lignée. Pas pour le vendre. Pour fermer une boucle. » Karim ricana. « Et nous, on est quoi? Des redresseurs de tort ?» Vincent répondit. « Vous êtes des gens capables de traverser les lieux où l'État ne va pas. » Le mot « État » fit sourire Karim, amer. « L'État, il vient quand il veut, et quand il vient, c'est jamais pour nous sauver. » À cet instant, Vincent reçut un message. Un seul mot. « Ce soir. » Il pâlit presque imperceptiblement. Inès le vit. « Qui ?» demanda-t-elle. Vincent répondit. « Le commanditaire. » Le plan changea. Il ne s'agissait plus de profiter d'une fatigue. Il s'agissait de provoquer un échange, en plein jour, dans une ville pleine de regards. Vincent voulait Nora. Non pas pour la menacer, pour la confronter. Le soir venu, Sarah décida de tendre un piège. Elle ne pouvait pas arrêter des fantômes, mais elle pouvait les obliger à marcher dans un couloir. Elle proposa à Nora une mise en scène. « On fait croire que vous sortez seule, » dit Sarah. « Vous portez un sac banal. Vous allez vers le fort Saint-Jean. Vous suivez mon itinéraire. Et moi, je suis là, mais invisible. » Nora blêmit. « Tu veux que je serve d'appât ?» Sarah ne nia pas. « Je veux surtout que vous restiez vivante et que la couronne reste ici. » Antoine explosa. « Hors de question. Je ne la laisse pas faire. » Sarah le fixa. « Alors vous préférez attendre qu'il fasse quelque chose de plus violent, parce que c'est la trajectoire. » Nora inspira. Elle avait peur, oui, mais elle avait aussi une forme de colère. Une colère contre l'idée que des inconnus dictent la valeur d'un musée, contre l'idée qu'on puisse récupérer un récit en menaçant des gens. « D'accord, dit-elle, on y va. » Marseille se mit en mode nocturne, celui des pas rapides, des scooters, des voix qui se perdent. Nora marcha vers la passerelle. Le sac sur son épaule semblait plus lourd qu'il ne devrait. Elle avait l'impression d'être un personnage dans une histoire qu'elle n'avait pas choisie. Dans l'ombre, Vincent attendait. Il la vit arriver, silhouette seule. Il sentit une émotion qu'il n'avait pas prévue. Pas de haine, pas de victoire. Plutôt une tristesse. Il s'approcha sans brusquer. « Madame Auvray ». Nora se figea puis se tourna. « Vous êtes qui ?» Vincent répondit calmement. « Quelqu'un qui veut que vous regardiez la couronne autrement. » Nora serra la sangle du sac. « Vous voulez quoi? De l'argent? La pièce ?» Vincent secoua la tête. «
Je veux que vous compreniez que l'objet n'est pas neutre, que l'exposition, c'est un acte de pouvoir. » Nora eut un rire bref. « Et vous croyez que venir me parler dans la nuit, c'est pas du pouvoir ?» Vincent cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à cette réplique. « Je ne veux pas vous faire du mal, dit-il. »« Mais vous m'avez menacé, répondit Nora, sur ma voiture, avec vos phrases. » Vincent baissa le regard. C'était un avertissement. À cet instant, Sarah apparut, arme basse mais ferme, sortie de l'ombre avec 2 collègues. Antoine aussi, plus loin, visage fermé. La scène se figea. Le piège s'était refermé. Vincent ne bougea pas. Il leva les mains lentement, pas comme un homme pris au dépourvu, mais comme un homme qui accepte la fin d'une partie. Sarah s'approcha. « Vincent le maire, dit-elle. Ça faisait longtemps. » Vincent la regarda, surpris. Donc elle le connaissait. « Capitaine Meunier, répondit-il, toujours au bon endroit. » Sarah serra la mâchoire. « Au mauvais, plutôt, parce que des gens comme vous aiment transformer les lieux en théâtre. » Vincent sourit tristement. « Et vous aimez croire que la loi suffit à réparer. » Sarah resta froide. La loi empêche surtout que les réparations deviennent des violences. Nora, au milieu, comprit. Ce n'était pas seulement un braquage, c'était une guerre de récits. L'objet n'était qu'un drapeau. Antoine s'avança d'un pas. « Où sont les autres ?» demanda-t-il. Vincent ne répondit pas. Pas parce qu'il protégeait Karim ou Inès par romantisme, mais parce qu'il savait qu'une fois que la police attrape un fil, le tissu entier peut venir avec. Sarah, cependant, n'insista pas. Elle savait lire le silence. Elle regarda Nora. « Vous allez bien ?» Nora hocha la tête, la gorge serrée. « Oui. » Sarah se tourna vers Vincent. « Vous vouliez récupérer ?» dit-elle. « Résultat, vous avez réveillé la pire chose dans cette ville, la rumeur. » Vincent répondit doucement. « La rumeur, c'est parfois la vérité que personne n'a voulu écrire. » Sarah l'emmena. Plus tard, au musée, la couronne fut enfin placée dans la vitrine, mais le texte du cartel changea. Nora avait insisté. Elle avait demandé qu'on évoque l'incertitude, les zones d'ombre, les trajectoires troubles. Pas pour se flageller, pour ne plus faire semblant. Antoine la regarda faire, fatigué. « Tu crois que ça suffit ?» demanda-t-il. Nora répondit après un silence. « Non, mais c'est un début. Parce que si on ne reconnaît pas la mère, alors on ne comprend pas pourquoi elle revient toujours frapper à la porte. » Et Marseille, dehors, continuait. Les gens passaient, riaient, s'engueulaient, mangeaient. La mère, elle, restait là, indifférente aux vitrines, aux lois, aux braquages. Elle gardait ses secrets, et parfois elle en rendait un, juste pour rappeler qu'aucun récit ne lui appartient. Le Mucem, la nuit, n'avait plus rien d'un musée. Sans les voix des visiteurs, sans les semelles qui grincent sur le sol lisse, le bâtiment devenait autre chose, une structure de béton posée sur l'eau, une cage de motifs noirs où la lumière s'accroche comme une toile. On aurait dit un décor de film, sauf qu'ici tout était réel, et que le réel, lui, ne pardonne pas les approximations. Antoine Duroc était arrivé avant tout le monde. Il avait dormi 2 heures, peut-être 3, pas plus. Depuis l'appel de Sarah Meunier et le papier trouvé sur la voiture de Nora, son cerveau tournait comme une salle de contrôle. Il revoyait les accès, les angles morts, les routines des équipes, les badges provisoires, les prestataires externes. Chaque détail sans importance devenait une faille potentielle. Il détestait ça, cette sensation qu'on lui avait posé un problème insoluble sur le bureau, un problème fait de gens, donc irrationnel.
Dans la salle d'exposition, les vitrines n'étaient pas encore scellées. Les techniciens ajustaient les lumières avec une précision d'orfèvre, parce qu'un objet précieux se vend aussi par la manière dont il brille. Nora circulait entre eux, attentive, demandant un peu moins de reflets ici, un peu plus d'ombre là, comme si elle cherchait un équilibre entre mise en scène et respect. La couronne d'Argyros, elle, dormait encore dans la salle froide, pièce intermédiaire où l'on garde les objets avant leur mise en vitrine. Une boîte sécurisée, scellée vérifiée, capteur actif. Nora passait la voir comme on passe voir un enfant, pour se rassurer. Antoine, lui, aurait préféré qu'elle n'y mette jamais les pieds. Plus il y a de présence, plus il y a de traces. Et ce soir, il ne voulait aucune trace inutile. Vers 19h, les équipes commencèrent à partir. On éteignit certaines zones, on abaissa les rideaux métalliques, on vérifia les extincteurs, on rangea des caisses. Le musée se vidait lentement, comme une marée. Antoine fit un dernier briefing à ses agents, puis annonça sans détour « Cette nuit, personne ne fait un tour pour le plaisir. Pas de raccourci. Les rondes sont doublées. Les portes techniques, vous les regardez 2 fois. Et si vous voyez un prestataire que vous ne connaissez pas, vous ne supposez pas qu'il est légitime. Vous vérifiez. » Un agent leva la main. « Même si on a déjà vu sa tête ?» Antoine fixa l'homme. « Surtout si vous avez déjà vu sa tête. » Nora, en quittant la salle, sentait toujours ce malaise diffus. Pas une peur panique, plutôt une pression, comme si l'air était plus lourd. Elle se répéta que c'était l'effet de la responsabilité, que c'était normal. Elle prit son sac, vérifia ses clés et descendit vers le parking. C'est là qu'elle vit le papier sous son essuie-glace. Une feuille blanche, pas froissée, pas tachée. Une phrase imprimée en noir, sans signature, sans symbole. On ne prête pas la mer. Le temps eut un petit trou. Nora resta immobile, comme si la phrase avait été déposée directement dans son corps. Elle pensa à une blague, à un militant, à un collègue jaloux. Puis elle pensa à Antoine, et la blague s'effondra. Antoine ne plaisantait pas avec ce genre de choses. Elle remonta, chercha Antoine, le trouva dans un couloir de service. Il la vit tout de suite, avant même qu'elle parle. Son visage avait changé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il. Nora lui tendit la feuille. Antoine lut. Son regard, déjà dur, se verrouilla. « Tu l'as montré à quelqu'un ?»« Non. »« Alors c'est ciblé. » Nora tenta de garder de la hauteur. « C'est peut-être juste symbolique, un message pour l'exposition. » Antoine plia la feuille avec une lenteur contrôlée. « Symbolique ou pas, quelqu'un a touché ta voiture. Donc quelqu'un te suit. Donc quelqu'un sait. » Il sortit son téléphone et appela Sarah. Nora entendit juste quelques mots. Message, menace, je t'envoie une photo. Puis Antoine raccrocha et dit « Elle vient. » Nora eut un frisson. « Sarah, ici, maintenant ?»« Maintenant. Parce que les gens qui savent, ils ne remettent pas au lendemain quand l'ombre se rapproche. À quelques rues de là, dans un appartement au-dessus d'une boulangerie de la rue d'Aubagne, Karim Smaïl observait l'heure sur un vieux réveil numérique. Il n'aimait pas dépendre du téléphone pour ça. Trop de choses passent par les téléphones. Trop de traces. Inès, elle, travaillait sur l'ordinateur. Carte du quartier, plan du musée, horaire des rondes récupérées, grâce à un informateur qui croyait juste rendre service. Ce mot « service » faisait rire Inès intérieurement. Le monde est rempli de gens qui offrent des services sans comprendre ce qu'ils permettent. Vincent Lemaire était assis face à eux, calme, presque immobile. Il avait le sac prêt. Dans son sac, pas d'armes,
Pas de gadget absurde. Juste ce qu'il fallait pour exister au bon moment. Des gants fins, un badge de prestataire falsifié mais crédible, et une petite enveloppe contenant une lettre imprimée. Karim prit une gorgée de café. « Tu as mis le message sur sa voiture ?» demanda-t-il. Vincent ne nia pas. « Oui. » Inès releva la tête, agacée. « Pourquoi ? C'est idiot. Ça déclenche des alarmes. » Vincent répondit sans se justifier, mais avec une logique froide. « Ça déclenche des réactions. Et je veux voir leurs réactions. » Karim posa sa tasse. « Tu veux tester leur panique ? Très bien. Mais moi, je veux la pièce. Et plus on fait monter la température, plus on risque de se brûler. » Vincent le regarda. Ses yeux n'étaient pas méchants. Ils étaient déterminés. « Ce n'est pas un braquage, Karim. »« Arrête avec ça, » répondit Karim. « On entre dans un musée, on prend un objet qu'on n'a pas, on ressort. Ça s'appelle comment ?» Vincent prit une seconde, puis dit « Une récupération. » Inès claqua presque son ordinateur. Ce mot ne change rien. La police, elle s'en fout du mot. Vincent se pencha, et sa voix devint plus basse. Le commanditaire ne veut pas qu'on vende la couronne. Il veut qu'on la rende. Karim sourit, mais sans joie. Ah, le fameux « rendre ». C'est toujours comme ça que ça commence. On rend. Et à la fin, c'est nous qui payons. Vincent regarda l'écran, puis annonça quelque chose qui changea l'atmosphère. Duroc a renforcé la sécurité. Il a eu un appel. Inès se figea. Un appel de qui ? De Meunier. Karim tapa du doigt sur la table. Donc on est surveillé ? Vincent secoua la tête. Pas forcément. Elle n'a pas de preuves. Elle a des intuitions, ce qui peut être pire. Inès ferma l'ordinateur lentement. Si elle est dans le bâtiment, c'est mort. Vincent répondit. Alors on attend qu'elle se montre. Karim s'adossa. Et pendant qu'on attend, le musée se ferme, les rondes doublent, et nous, on perd notre fenêtre. Vincent le fixa. Nous, on ne perd pas, on ajuste. C'est là qu'Inès comprit que Vincent n'était pas là pour réussir un coup au sens classique. Il était là pour forcer un mouvement, comme quelqu'un qui pousse un domino, même si ça l'écrase ensuite. Et ça, c'était dangereux, parce que ça ne se négocie pas. Au musée, Sarah arriva en moins de 20 minutes. Elle entra sans mise en scène. Pas de sirène, pas d'uniforme trop visible. Elle portait un manteau sombre, une sacoche, et ce visage calme des policiers qui ont appris que l'émotion est un luxe qu'on paye plus tard. Antoine l'accueillit. Nora se tenait légèrement en retrait, mais Sarah la repéra immédiatement. « Madame Auvray, » dit Sarah, « bonsoir. » Nora répondit gênée. « Capitaine. » Sarah prit la feuille, la lut, et son expression changea à peine. Mais son regard, lui, se fit plus net. « Ça, dit-elle, ce n'est pas un gamin. C'est quelqu'un qui veut que vous sachiez qu'il peut vous atteindre. » Antoine demanda. « Vous pensez à qui ?» Sarah ne donna pas de nom. Elle n'en avait pas assez. Elle répondit ce qu'elle savait. « Je pense à une équipe, à quelqu'un qui connaît la valeur symbolique de la pièce, et à quelqu'un qui est assez sûr de lui pour envoyer un message au lieu d'agir en silence. » Nora demanda. « Donc, ils ne veulent pas juste voler ?» Sarah la regarda franchement. « Ils veulent maîtriser le récit. Un vol discret, ça se vend. Un message, ça se raconte. Et ce message-là, il vise quelque chose de plus grand que l'or. » Antoine serra les dents. « On fait quoi ?» Sarah réfléchit à voix haute. « On vérifie la pièce. On ferme les zones sensibles. On fait sortir les équipes qui n'ont rien à faire là. Et on observe. » Elle s'arrêta, puis ajouta. « Et vous, Nora, vous ne rentrez pas seule chez vous ce soir. » Nora voulut protester, mais Sarah la coupa. « Ce n'est pas négociable.
Ils marchèrent jusqu'à la salle froide. Antoine ouvrit. La pièce respirait le froid, ce mélange d'air sec et de métal qui fait penser à un coffre-fort. La boîte était là. Sarah vérifia les scellés. Tout semblait en ordre. « Pour l'instant, dit Sarah, c'est intact. » Antoine souffla, mais Sarah n'était pas rassurée. Elle observait, cherchait un détail, une poussière déplacée, un angle de caméra légèrement modifié, une trace sur un coin de porte. Nora demanda « Vous croyez qu'ils sont déjà dedans ?» Sarah répondit « Pas forcément. Mais s'ils ont pris la peine de vous écrire, ils ont pris la peine de regarder comment vous bougez. » Antoine serra la poignée. Personne n'entre sans badge. Sarah le fixa. Les badges, ça se copie. Les routines, ça s'exploite. Les gens, ça se manipule. Elle sortit son téléphone et envoya un message à un collègue. Besoin discret sur zone culturelle, pas d'uniforme visible. Puis elle se tourna vers Antoine. « On va leur offrir une fausse information, dit-elle. » Antoine fronça les sourcils. « Une fausse info ?» Sarah hocha la tête. « On va faire croire qu'on déplace la couronne dans une autre salle. On met une caisse leurre. On fait un trajet visible sur une caméra qu'ils peuvent potentiellement regarder. Et on attend de voir qui mord. » Nora se crispa. « Vous voulez jouer avec ça? Avec la pièce ?» Sarah répondit calmement. « Je veux jouer pour éviter qu'il joue la seule. » Dehors, Vincent observait. Il avait une source, pas un agent infiltré, pas un cliché. Juste quelqu'un dans la chaîne logistique qui aimait trop parler. Et ce quelqu'un lui avait envoyé un message bref. « Flic sur place, renfort. » Vincent comprit immédiatement. La situation changeait. La fenêtre, installation de nuit, était en train de se refermer. Ils allaient devoir soit annuler, soit déclencher une autre stratégie. Karim souffla, frustré. « On annule ?» Inès répondit, froide. « On devrait. » Vincent resta silencieux une seconde. Puis il dit « Non. » Karim se leva. « Vincent, c'est pas toi qui vas te retrouver en tôle avec un dossier énorme. Moi, j'ai pas envie de finir exemple dans les journaux. » Vincent leva les yeux. « Vous pensez que le commanditaire va accepter qu'on abandonne ?» Inès demanda. « Le commanditaire, c'est qui ?» Vincent répondit après un silence. « Quelqu'un qui a perdu l'objet et qui considère que le musée a participé à cette perte. » Karim éclata d'un rire sec. « Alors qu'il attaque le musée en justice. » Vincent répondit doucement. « La justice ne rend pas les objets. Elle rend des conclusions. » Inès regarda Vincent et comprit un détail. Vincent n'avait pas peur. Pas parce qu'il était courageux, parce qu'il était déjà au-delà de la peur, comme quelqu'un qui a accepté une destination. Et ça, c'est terrifiant. Vincent sortit l'enveloppe de son sac. « On change de plan, dit-il. »« Quel plan ?» demanda Karim. Vincent regarda le Mucem, puis dit « On ne prend pas la couronne ce soir. On prend Nora. » Karim se figea. « Quoi ?» Inès sentit son sang se refroidir. « Vincent, non. » Vincent ne cria pas, ne menaça pas. Il expliqua, comme si c'était évident. Il protège l'objet. Il ne protège pas le sens. Nora est la porte vers le sens. Si on la met face à la vérité, on gagne sans casser une vitrine. Karim s'approcha, menaçant. « Tu veux l'enlever ? Tu veux qu'on fasse un kidnapping ?» Vincent secoua la tête. Pas un enlèvement. Un rendez-vous forcé. Une conversation. Inès le fixa. Et si elle hurle ? Et si la flic intervient ? Et si ça part mal ? Vincent répondit. Alors on disparaît. Mais au moins, on aura montré qu'on peut. Karim attrapa Vincent par le col, juste une seconde, assez pour faire passer le message. « Je suis pas ton soldat, dit Karim.
Je suis pas là pour tes fantasmes de justice. » Vincent ne se débattit pas. Il regarda Karim, et sa voix fut plus dure qu'avant. « Tu es là parce que tu as accepté l'argent, et parce que dans ce monde, l'argent vient toujours avec une histoire. » Karim relâcha lentement, comme si la phrase avait touché quelque chose d'ancien. Inès intervint. « Stop, on ne fait pas ça sans cadre. Tu veux un rendez-vous? Alors on le fait propre, pas comme des brutes. » Vincent la regarda. « Propre, ça n'existe pas. Il existe juste moins sale. » Il sortit son téléphone et envoya un message à un numéro qu'il connaissait par cœur, un numéro qui ne devait pas exister. « Ils ont meunier. Je propose autre chose. Nora, ce soir. » Le message partit. 3 secondes plus tard, une réponse arriva. « Fait. » Un seul mot. Et pourtant, il écrasait tout. Au musée, Sarah sentit que quelque chose bougeait dans l'air. Pas un bruit, pas une alarme, une intuition. Elle n'aimait pas les intuitions, mais elle respectait leur utilité. Elle se tourna vers Nora. « Vous avez des rendez-vous ce soir ?» demanda Sarah. « Non, » répondit Nora, surprise. Sarah hocha la tête. « Alors, vous en avez un ?» Antoine la regarda, incompréhension. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Sarah ne lâcha pas Nora des yeux. Quelqu'un qui met un message sur une voiture ne veut pas seulement voler, il veut contrôler votre trajectoire. Et contrôler votre trajectoire, ça veut dire vous faire sortir. Nora sentit son ventre se nouer. « Vous pensez qu'il me vise? Moi ?» Sarah répondit. « Je pense qu'ils veulent vous utiliser, pour entrer, ou pour vous faire parler. » Antoine serra les poings. « Elle ne sort pas. » Sarah répondit, froide. « Si elle ne sort pas, ils viendront autrement, et je préfère choisir le lieu et le moment plutôt que les subir. » Antoine ouvrit la bouche, mais il savait. Sarah avait raison. Il détestait ça, mais il le savait. Sarah ajouta « On va faire comme si vous sortiez seul. » « Mais vous ne serez jamais seul. » Nora sentit une étrange bascule. Elle passait du rôle de conservatrice au rôle de pièce sur un échiquier. Et elle comprit soudain ce que Sarah voulait dire par récit. Même elle, Nora, devenait un symbole dans une histoire qui la dépassait. Et dehors, le Mucem brillait toujours, dentelle noire sur la mer, comme si le bâtiment lui-même attendait la scène suivante. Marseille, la nuit, ne dort pas. Elle change juste de rythme. Les scooters deviennent plus rares, mais les pas s'entendent mieux. Les voix sont moins nombreuses, mais plus nettes. Et la mer, elle, reste là, comme une respiration profonde, indifférente à tout ce qui se joue sur le béton. Dans le Mucem, l'air avait pris cette odeur de climatisation froide et de métal, une odeur de lieu fermé trop vite, comme si on avait mis un couvercle sur une casserole encore chaude. Sarah Meunier avait choisi son camp. Elle préférait la stratégie à la prière. Elle détestait attendre que ça arrive, parce que quand ça arrive, ce n'est jamais comme on l'imagine, et ce sont toujours les innocents qui paient le prix du hasard. Elle posa le plan sur une table, dans un bureau de service, où l'éclairage donnait au visage une fatigue presque médicale. « On fait un transfert simulé, » dit-elle. « La couronne reste là où elle est. Mais on crée un mouvement visible, une caisse identique, même poids approximatif, même scellé. On la fait passer dans un couloir qu'ils peuvent surveiller s'ils ont un œil quelque part. Ils vont réagir. » Antoine Duroc était tendu au point d'en avoir mal aux tempes. Et si eux, ils réagissent en attaquant le vrai? Sarah ne se laissa pas piéger par la peur. Alors on aura leur timing, et on aura une chance de les coincer. Si on ne fait rien, on n'aura rien. C'est une ville. Eux ont l'initiative. Moi, je veux leur reprendre.
Nora Auvray écoutait en silence. Un détail l'obsédait. La phrase du papier. On ne prête pas la mer. Ce n'était pas une menace classique. C'était presque un reproche. Comme si elle, Nora, avait commis une faute morale en exposant cet objet ici. Et si c'était vrai, si elle avait ouvert une porte en pensant faire de la culture, alors qu'elle remuait une histoire sale. « Nora, » dit Sarah, « tu m'écoutes ?» Nora releva la tête, prise au piège par le tutoiement soudain. C'était peut-être volontaire. Sarah voulait la ramener à l'humain, la sortir du musée, du protocole. « Oui. » Sarah prit une inspiration. « Ils te veulent dehors, donc on va te faire sortir. Mais pas seul. » Antoine explosa. Hors de question. Sarah le fixa, froide. « Antoine, vous sécurisez des portes. Moi, je sécurise des gens. Je ne la mets pas en danger. Je choisis juste l'endroit où ils échoueront. » Antoine serra les dents. Il n'aimait pas être contredit. Mais il savait aussi que Sarah n'était pas là pour briller. Elle était là parce qu'elle sentait le piège. Nora sentit sa gorge se serrer. « D'accord ?» dit-elle. « On fait comme vous dites. » Le mot « d'accord » avait un goût étrange, comme signer un prêt, sauf que cette fois, c'était sa propre personne qui faisait partie des clauses. Dehors, à distance, Vincent Lemaire observait le musée avec une patience qui ressemblait à du mépris. Pas du mépris pour les gens. Pour la mécanique, l'état, les vitrines, les discours. Il trouvait tout cela joli, mais creux. Inès et Karim étaient avec lui, cachés dans un recoin où la ville leur offrait assez d'ombre pour être des silhouettes. « Donc, tu veux lui parler ?» dit Karim. « Tu veux une conversation ?» Vincent répondit sans ironie. « Oui. » Inès ne le lâchait pas du regard. « Et si ça tourne mal ?» Vincent répondit simplement. « Alors on se retire, mais il faut qu'elle entende. » Karim secoua la tête. « Tu joues au prophète. Moi, je veux juste rentrer entier. » Inès avait une autre intuition. « Ils vont faire un transfert, dit-elle. » Vincent se tourna. « Comment tu sais ?» Inès montra le musée. « Trop de calme, trop de ronde. Ils vont inventer un mouvement pour te faire bouger. » Vincent eut un léger sourire. « Bien, alors on va bouger, mais pas comme ils veulent. » Il reçut un message, du même numéro impossible. « Ce soir, pas d'échec. » Il relut. Une pression froide lui traversa la poitrine. Ce n'était pas un ordre de gangster. C'était plus vieux, plus dur. Comme une dette qu'on rappelle. Vincent rangea le téléphone. « On y va. » Le transfert simulé commença à 23h07. Une caisse en bois, identique à celles utilisées pour les œuvres fragiles, fut sortie de la salle froide par 2 agents du musée, encadrés par Antoine. La caisse avait des scellés, un code, un sérieux parfait. Sur les caméras internes, elle ressemblait à ce qu'elle devait ressembler. Une promesse. Sarah, elle, observait depuis un poste discret. Elle y avait demandé à un agent de vérifier un point précis. Les caméras en périphérie, celles qui donnent sur des couloirs de service. Parce que si quelqu'un avait accès, ce serait par là. Pas par l'entrée principale. La caisse prit un itinéraire volontairement logique. Un couloir, une porte technique, un escalier de service, puis un passage vers une zone supposée plus sécurisée. Et là, Sarah vit quelque chose. Une microseconde de perturbation sur l'écran. Comme un changement d'ombre. Comme si une caméra, quelque part, avait été effleurée ou regardée. Elle parla dans son oreillette, voix basse. Mouvement couloir B. Quelqu'un est là. Antoine répondit. Où ? Sarah indiqua. Caméra 12. Juste avant la porte technique. Antoine serra la poignée de sa lampe torche. Il avait attendu ce moment toute sa carrière, et il le détestait. Nora, elle, était déjà sur le point de sortie prévue. Sarah avait insisté. Elle devait être visible, crédible, seule.
mais entourée d'invisibles. À 23h19, Nora sortit par un accès secondaire, sac en bandoulière, manteau fermé. Elle marcha vers la passerelle, comme si elle rentrait simplement chez elle, après une longue journée. La mer, en dessous, faisait un bruit doux, presque moqueur. Sarah la suivait de loin, avec 2 collègues en civil. Antoine, lui, restait dans le bâtiment, partagé entre 2 feux, protéger l'objet ou protéger la femme. Il détestait qu'on l'oblige à choisir. Au milieu de la passerelle, Nora s'arrêta, pas parce qu'elle voulait dramatiser, parce qu'elle sentit une présence. Un homme se détacha de l'ombre, à quelques mètres. Pas un voyou excité, pas un type qui crie, juste quelqu'un qui s'avance comme s'il avait le droit d'être là. « Madame Auvray », dit Vincent. Nora eut un réflexe de recul. « Qui êtes-vous » Vincent répondit calmement. « Quelqu'un qui veut que la couronne arrête de mentir. » Nora serra la sangle de son sac. « Vous m'avez fait suivre, vous m'avez menacé. » Vincent secoua la tête. « Je vous ai averti. La différence est importante. » « Pour vous, peut-être. » Vincent prit une respiration et sa voix se fit plus basse. « Vous croyez que ce musée protège la couronne. En réalité, il la blanchit. » Nora sentit la colère monter. « Vous ne savez pas ce que vous dites. » Vincent sortit une enveloppe de sa veste et la tendit. « Lisez. » Nora ne prit pas l'enveloppe. « Non. » Vincent continua, comme s'il avait répété ce discours 100 fois dans sa tête. L'histoire officielle dit « Objet retrouvé, passé par des collectionneurs, prêté à Marseille ». L'autre histoire dit « Objet confisqué pendant un chaos, vendu au bon moment, légitimé par des documents refaits. » Et vous, vous êtes la dernière couche de vernis. Nora le fixa. « Pourquoi moi ?» Vincent répondit sans détour. « Parce que vous êtes honnête, et parce que l'honnêteté, ça fait plus mal que la peur. » Un silence, la mer en dessous, le vent léger, et cette sensation que Marseille retenait son souffle. C'est à cet instant que Sarah sortit de l'ombre, arme basse mais ferme, comme une décision. « Vincent Lemaire, dit-elle. Ça faisait longtemps. » Vincent tourna la tête, surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse son nom. Son visage se crispa, mais il ne bougea pas. « Capitaine Meunier, » répondit-il, toujours au bon endroit. Sarah s'approcha d'un pas. « Vous aimez les symboles. Moi, j'aime les faits. Les faits, c'est que vous harcelez une conservatrice en pleine nuit, dans un musée, autour d'une pièce qui vaut des millions. » Vincent eut un sourire triste. « Vous croyez que la valeur est dans les millions. Elle est dans le sang. » Sarah ne réagit pas à la provocation. « Les grands discours ne vous protègent pas, Vincent. Mains visibles. » Vincent leva lentement les mains. À ce moment précis, un bruit sec résonna dans l'oreillette de Sarah, la voix d'un collègue dans le musée. « Capitaine, intrusion. Zone couloir, B. Il bouge maintenant. » Sarah comprit en une seconde. Vincent était un aimant. Pas forcément l'aimant principal, mais l'aimant visible. Elle fixa Vincent. « Vous n'êtes pas venu seul. » Vincent ne répondit pas, et Sarah, tout en gardant son arme basse, parla dans l'oreillette, rapide. « Antoine, ils sont en mouvement. Fermez la salle froide. » Maintenant, à l'intérieur du musée, Antoine courait. Il traversa un couloir de service, torche en main. Les murs, la nuit, semblaient être plus étroits. Il entendait son propre souffle, le martèlement de ses pas, et ce bruit lointain des alarmes silencieuses. Pas celles qui hurlent, celles qui notifient, celles qui font clignoter une lumière rouge discrète. Arrivé près de la porte technique, il vit la première chose qui confirma tout. Une carte magnétique tombée au sol. Pas une carte du musée,
Une copie. Il murmura « Putain !» Puis il vit l'ombre, un homme qui se glissait derrière une colonne, rapide, précis. Antoine cria « Stop! Sécurité !» L'ombre ne s'arrêta pas. Elle accéléra. Antoine poursuivit, et ce fut une course courte, violente, dans les entrailles du musée. L'intrus arriva devant la salle froide. Il avait un outil simple, pas un gadget, une clé de service, une connaissance des serrures, un timing. Antoine comprit. Il ne voulait pas casser. Il voulait ouvrir. Il se jeta sur lui. Les deux corps se heurtèrent. L'intrus sentit le choc, tenta de se dégager, mais Antoine était lourd, entraîné. Ils tombèrent. La torche roula. Le couloir devint un chaos d'ombre. L'intrus lâcha un souffle, puis d'une voix calme, presque ironique, « Trop tard ». Antoine releva la tête, haletant, et vit alors le détail qui le glaça. La porte de la salle froide était déjà entr'ouverte. Quelqu'un était passé avant. Antoine se releva, abandonnant l'intrus à un collègue qui arrivait. Il poussa la porte et entra. Le froid le frappa. Il alla droit à la boîte. Les scellés étaient là, intacts. Antoine eut un micro-espoir, presque humiliant. Il ouvrit, et là, son ventre se retourna. La couronne n'était plus là. À la place, un objet de même taille, enveloppé de la même manière, brillant juste assez pour tromper un regard pressé. Une copie, une imitation parfaite, pour quelques secondes. Antoine sentit une rage pure monter, mais aussi une admiration involontaire. Ils avaient anticipé le transfert simulé. Ils avaient anticipé Sarah. Ils avaient anticipé Antoine. Et surtout, ils avaient anticipé le musée. Sur la passerelle, Sarah entendit dans son oreillette « Capitaine, la couronne, elle est partie ». Sarah ne bougea pas. Un muscle de sa mâchoire se contracta. Nora, à côté, porta une main à sa bouche. « Non !» Vincent ferma les yeux une seconde. Il comprit lui aussi. Le commanditaire n'avait jamais attendu son rendez-vous. Vincent n'était qu'un écran, une diversion volontaire ou non. Karim et Inès n'étaient plus là. Ils avaient disparu, comme des ombres qui ont fait leur tâche. Sarah fixa Vincent. « Vous êtes le leur ?» Vincent ouvrit les yeux, et sa voix trembla à peine. « Non, je suis la distraction. » Sarah s'approcha et lui mit les menottes. Pas brutalement, comme on ferme un chapitre. « Vous allez parler, dit-elle. » Vincent répondit, et pour la première fois, il n'avait plus de contrôle dans la voix. « Je ne sais pas où ils vont. Je sais seulement où elles devaient aller. » Sarah fronça les sourcils. « Où ?» Vincent regarda Nora, puis la mer en dessous. Là d'où elle vient. Pas un pays, pas un musée, une histoire. Nora, secouée, murmura « Vous me parliez de vérité, et vous me laissez avec le mensonge. » Vincent la fixa, et il y eut quelque chose de presque humain dans son regard. « Je vous ai laissé avec une question. C'est plus dangereux que le mensonge. » Le lendemain matin, Marseille se réveilla avec un bruit nouveau, celui d'une honte publique. Les journalistes étaient là, les réseaux sociaux aussi. Un braquage au Mucem avait une saveur immédiate. Culture, luxe, France, crime élégant. Tout le monde avait une opinion. Tout le monde avait un coupable. Antoine avait les yeux rouges. Il n'avait pas pleuré. Il n'avait juste pas dormi. Il répétait mentalement les images, les secondes, les erreurs. Sa fierté était un morceau de verre dans sa gorge. Sarah, elle, était déjà dans les procédures. Interrogatoire de Vincent, vérification des prestataires, analyse de badge. Elle savait qu'elle ne récupérerait pas la couronne vite. Peut-être jamais. Les objets volés, parfois, disparaissent dans une zone où l'État n'a pas de bras. Nora resta seule dans la salle d'exposition, devant la vitrine maintenant vide, encore ouverte,
comme une bouche qui ne sait plus quoi dire. Elle pensa à la phrase « On ne prête pas la mer ». Elle l'a compris autrement, maintenant. Pas comme une menace, comme une déclaration de propriété. La mer n'appartient à personne, mais elle garde la mémoire de tout ce qu'on y a jeté. Et quand on sort un objet de cette mémoire pour le mettre sous verre, on prétend que la mémoire devient culture. Mais la mémoire n'aime pas être domestiquée. Dans l'après-midi, Nora demanda à Sarah un rendez-vous. Pas pour se défendre, pour comprendre. « Je veux voir les documents qu'il m'a tendus », dit Nora. Sarah la regarda. « Pourquoi ?» Nora répondit avec une fatigue honnête. « Parce que si cette couronne a été blanchie, alors je suis complice sans le savoir. Et je refuse d'être complice de quelque chose que je ne comprends pas. » Sarah hésita, puis acquiesça. « D'accord. Mais vous allez découvrir que certaines vérités ne rendent pas l'objet. Elles rendent juste le monde plus lourd. » Nora répondit « Je préfère un monde lourd à un monde faux. » La dernière scène, elle, se joua loin des caméras. Une voiture roula sur une route côtière, hors de Marseille. À l'arrière, une caisse. Pas de sirène, pas de poursuite. Juste le bruit des pneus et le souffle du vent. Inès conduisait. Karim regardait la mer à travers la vitre, comme s'il cherchait un sens à ce qu'il venait de faire. « On a fait quoi, là ?» demanda Karim. Inès répondit sans quitter la route des yeux. « On a déplacé un symbole. » Karim se frotta le visage. « Et on va la remettre où ?» Inès ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Là où quelqu'un a décidé qu'elle devait être, pour que son histoire soit réparée. » Karim eut un rire amer. « Réparée ou réécrite ?» Inès serra le volant. Les deux, souvent. Sur le siège passager, un téléphone vibra. Un message du commanditaire, sans nom, sans signature. La mère récupère toujours. Inès effaça le message, et la voiture continua. La mère, elle, brillait. Indifférente au musée, aux lois, au braquage. Elle gardait ses secrets. Et parfois, elle en reprenait un, juste pour rappeler que personne ne prête la mer, et que personne ne la possède. Fin. Et voilà, notre histoire se termine ici, dans le silence et dans l'ombre. Si cette enquête vous a plu, et si vous aimez ces récits calmes, sombres et immersifs, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Vous pouvez aussi laisser un like, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître, même quand on reste dans la discrétion. Et surtout, dites-moi en commentaire l'heure à laquelle vous écoutez, et si vous étiez plutôt team mystère ou team enquête pour la prochaine histoire. Maintenant, prenez une dernière respiration lente, relâchez les épaules, laissez les pensées s'éloigner et laissez le sommeil venir doucement. Bonne nuit et à très bientôt.